monde et bonne année, en tous les cas, en espérant une meilleure année 2022. Et bienvenue à ce webinaire de la communauté de pratique sur la pertinence clinique de Ruiz Miguel. Je m'appelle Samuel Benaroya, je suis vice-doyen exécutif à la faculté de médecine à l'Université McGill et coordinateur du Ruiz Miguel. Et nous avons aujourd'hui une présentation sur les laboratoires de biologie médicale des bars ouverts, point d'interrogation, et peut-être pertinent ces jours-ci, étant donné que les bars sont plus ou moins fermés ces jours-ci. On verra quand ça va être ouvert. Mais je présenterai notre conférencière tantôt. Si vous pourrez aller au prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, juste quelques consignes préliminaires. Comme d'habitude, on vous met tous en sourdine pendant la présentation. Et à la suite de ça, vous pourriez poser vos questions dans le clavardage, dans la partie chat à droite, à la suite de la présentation qui va durer à peu près 45 minutes. Je prendrai les questions et Dr Saint-Cyr va s'adresser aux questions. Il ne faut pas oublier qu'il y aura un sondage à la suite de la présentation. On vous demande de la remplir pour nous aider à choisir les sujets pour les prochains webinaires. Tous les sujets qu'on a choisis à date ont été très bien reçus, mais c'est à cause de votre participation au sondage qu'on puisse choisir les sujets appropriés. Et avec le sondage, pour les médecins, vous auriez droit à un crédit pour le développement professionnel continu, soit en médecine de famille ou dans les autres spécialités du Collège Royal. Je voudrais maintenant vous présenter Dr Saint-Cyr. Dr Saint-Cyr est diplômé de la faculté de médecine à McGill. Elle a complété une résidence en anatomopathologie, pathologie clinique et en biochimie médicale. Elle détient des certificats de spécialiste dans ces trois disciplines. Elle pratique présentement dans le Suisse ouest de l'île à l'hôpital St. Mary et l'hôpital général du Lakeshore. Elle présentement occupe aussi le poste de chef médical du service de biochimie de la grappe Optilab Montréal CUSM. Et avec ça, je vous présente Dr Saint-Cyr. Je vous remercie d'être ici avec nous, Dr Saint-Cyr, et je vous passe la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, Dr Benaroya vous a fait part des consignes préliminaires. Je complète avec d'autres diapositives. Déclaration de conflit d'intérêts. Les membres du comité de pilotage de la communauté de pratique sur la pertinence clinique du Ruiz Miguel déclarent n'avoir aucun conflit. Et cela va de même pour moi. Aucun conflit d'intérêts. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation. Les laboratoires de biologie médicale, des bars ouverts, point d'interrogation. Bien entendu, la réponse, c'est non, puisque toute demande d'analyse doit être justifiée selon le tableau clinique pour éviter les analyses ou les demandes inutiles. Je vais revoir avec vous les objectifs d'apprentissage. J'espère vous sensibiliser à la campagne de Choisir avec Soin Québec sur la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. Connaître les recommandations de l'INES sur l'usage judicieux de 14 analyses de biologie médicale. Une petite correction. Parmi les 14 analyses, il y en a 9 qui relèvent de la biochimie et c'est celle-ci dont je vais discuter, avec un point sur une des analyses de l'hématologie qui représente les 5 autres. Mise en application de ces recommandations dans sa pratique et dans l'établissement. Le plan de la présentation. Je vais commencer avec une brève introduction pour revoir certains principes de base, pour ensuite vous présenter qu'est-ce qui est le projet Choisir avec soin, revoir en détail les recommandations de l'INES et ensuite vous faire un petit rappel sur le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. J'aimerais souligner quelque chose. Mon intention, ce n'est pas de mettre l'emphase sur des économies d'argent ou le coût des analyses. J'explique pourquoi. La grande majorité des analyses qui sont prescrites coûtent à peu près 70 cents. On parle de sodium, potassium, chlorure, etc. Je veux que vous compreniez que si l'analyse n'est pas justifiée, s'il vous plaît, ne la prescrivez pas.
Par contre, il existe des analyses qui peuvent coûter 200, 300, même 2000 $. Si l'analyse est essentielle pour votre diagnostic, s'il vous plaît, prescrivez-la. Alors, je ne parlerai plus de coûts après ça. Comme introduction, je pense que c'est important de comprendre à quoi servent les analyses. De un, on peut parler de dépistage. C'est la recherche d'une anomalie dans une population asymptomatique, comme la recherche de sang occulte par méthode immunologique dans les selles. L'analyse peut servir pour le diagnostic, rechercher ou confirmer l'anomalie suspectée. Alors, si vous voulez diagnostiquer un infarctus du myocarde à l'urgence, vous prescrivez un dosage de la troponine. Prognostic, évaluation de la probabilité de troubles médicaux ultérieurs ou finalement, suivi du traitement. Alors, si vous initiez un traitement pour l'hypercholestérolémie avec des agents anticholestérolémiens, vous allez bien entendu faire de multiples suivis avec des bilans lipidiques. Aussi, comprendre vraiment, ça relève encore de la notion de pertinence. Alors, c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Souvenez-vous, toute demande d'analyse ou examen doit aider à répondre à une question. Comme on a déjà dit, exemple, mon patient, est-ce qu'il fait un infarctus? Quel examen est le mieux indiqué pour répondre à la question? J'aimerais vous donner un exemple. Vous avez devant vous un patient qui a un myélome multiple. Vous voulez savoir s'il y a présence de protéines Bence-Jones dans l'urine. L'analyse à prescrire n'est pas protéine Bence-Jones. L'analyse que vous devez prescrire, c'est l'électrophorèse des protéines urinaires. Je donne ça comme exemple parce que dans votre pratique, pour éviter que les patients soient obligés de revenir au centre de prélèvement parce qu'on a mal compris votre demande, assurez-vous toujours de prescrire la bonne analyse et éviter les abréviations. Parce que quand les patients se présentent au centre de prélèvement, ils font affaire avec des commis qui, des fois, ne comprennent pas justement l'abréviation. Alors, des fois, je vais faire des parallèles pour vous donner quelques recommandations pour assurer que vous ayez moins de problèmes avec les prélèvements. L'examen va-t-il changer ma conduite? Bien entendu, c'est essentiel. Vous devez vous demander, est-ce que ça fait quelque chose? Je vais maintenant passer au projet Choosing Wisely. Choosing Wisely est une initiative du American Board of Internal Medicine qui a été initiée en, je crois, 2012. Et c'était une campagne destinée à faire éviter aux médecins la prescription d'examens ou de traitements médicaux jugés inutiles. Par la suite, cela a été repris au Canada avec Choosing Wisely Canada et ici au Québec, nous parlons de Choisir avec soin Québec. Quel est le but de cette campagne? Elle porte, comme le Choosing Wisely original, sur la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. Et on s'entend pas seulement avec des examens de laboratoire. Aussi, il faut penser aux examens en imagerie médicale et les traitements inutiles en santé, c'est-à-dire donner des antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire pour une infection, exemple, virale. Cette campagne s'inscrit dans un mouvement qui a pris naissance en Amérique du Nord en 2012, comme je l'ai dit plus tôt, du American Board of Internal Medicine. Ensuite, le lancement canadien en 2014 et 400 recommandations ont déjà été publiées. Je vous invite à consulter le site web de Choisir avec soin Québec ou Choosing Wisely et vous allez voir qu'il y a au moins 20 associations médicales qui sont représentées et qui donnent et publient des recommandations. On peut parler en microbiologie, en imagerie, en gastroentérologie. Moi, pour ma part, je vais vous parler de ce qui a été recommandé en biochimie médicale. Le Collège québécois des médecins de famille a pris le leadership de la campagne au Québec en 2020. Alors, pour réitérer, le mandat de Choisir avec soin Québec met la pertinence des soins au cœur des priorités en santé en faisant la promotion d'initiations judicieuses des tests et des traitements. Il y a un autre élément qui est très intéressant.
non seulement on parle d'offrir et promouvoir des outils et des stratégies basées sur des données probantes visant la réduction des examens et des traitements inutiles, mais il y a un nouveau volet que je trouve très intéressant, c'est le concept d'initier un dialogue avec vos patients. Je suis certaine que beaucoup de vos patients arrivent et ils exigent certains traitements ou certaines analyses. On encourage que vous discutiez avec vos patients, encore une fois, la pertinence de l'examen ou du traitement. Ça devient vraiment un projet de collaboration avec votre patient. Choisir avec Soins Québec. Je vais vous faire part maintenant de leurs recommandations, mais je vais reprendre certaines de ces recommandations avec les documents de l'INES en plus de détails. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que vous compreniez la pathophysiologie de toutes ces recommandations-là pour être mieux en besoin de respecter la consigne. Ne demandez pas de dosage de folate sérique en l'absence des éléments suivants, une anémie avec des macrocytes ou des polynucléaires neutrophiles hypersegmentés et une suspicion clinique raisonnable quant à un déficit nutritionnel. Parce que de nos jours, beaucoup des aliments sont enrichis de folate. OK? Alors, vraiment, le dosage n'est plus recommandé comme il a déjà été. Une autre recommandation, ne demandez pas de vitesse de sédimentation des érythrocytes pour un dépistage chez les patients asymptomatiques ou comme analyse générale pour vérifier l'inflammation. Ne demandez pas un dosage de l'amylase en plus de la lipase pour détecter une pancréatite. Je vais revenir sur les explications ou, encore une fois, la pathophysiologie de base pour cette recommandation. Vous allez mieux comprendre pourquoi et je vais vous donner un exemple de ce qui arrive quand on prescrit l'analyse pour la mauvaise raison. Ne demandez pas de dosage de l'acide urique pour évaluation de routine du risque cardiovasculaire, de l'obésité ou du diabète. Encore une fois, je vais aller en détail sur la prescription des électrophorèses des protéines plus tard, mais tout ça, c'est des recommandations de choisir avec Soins Québec. Donc, ne pas prescrire cette analyse chez les patients asymptomatiques en l'absence d'hypercalcémie inexpliquée, d'insuffisance rénale, d'anémie ou de lésions ostéolytiques. Passons maintenant aux recommandations de l'INES. L'INES, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Ils ont été chercher des experts dans diverses spécialités, dont l'Association des biochimistes cliniques, l'Association des médecins biochimistes et l'Association des hématologues pour émettre 14 recommandations, comme j'ai dit au début, sur 9 analyses de biochimie et 5 en hémato. Cet exercice faisait partie du volet pertinence du projet OptiLab. Alors, il s'agit d'un recueil de recommandations sur l'usage judicieux de certaines analyses de biologie médicale prescrites couramment dans la pratique clinique et dont la non-pertinence selon les indications proposées est largement soulevée dans la littérature scientifique. Pourquoi est-ce qu'on peut émettre de telles recommandations? Alors, peut-être que l'analyse a été remplacée par un test plus performant, peut-être que l'analyse ne représente pas une analyse de première intention, ou elles font partie d'un panel de tests ou d'un bilan. J'aimerais faire un à côté. Le gouvernement veut implanter un système informatique provincial. Et à cette fin, la pertinence va faire partie de l'implantation de ce projet et aussi la notion de profil d'analyse qu'ils veulent éliminer. Alors, c'est très important de penser que les groupes d'analyse, les gros profils de bilan de santé sont découragés. Elles couvrent un large éventail de maladies dans un contexte non spécifique. Alors, ça, c'est les recommandations de l'INES. Maintenant, je vais passer une à une les recommandations sur 9 analyses en biochimie. Alors, je vous invite à consulter le site de l'INES. Le document est très bien présenté. Bon, encore une fois, j'aimerais
revoir certaines notions de base qui peut-être remontent à vos études en médecine pour que vous compreniez pourquoi ces recommandations étaient faites. Alors, je commence. Dosage de l'amylase et de la lipase sérique pour le diagnostic de la pancréatite aiguë. Un petit rappel, l'amylase est une enzyme qui est nécessaire pour la digestion de l'amidon. Et quand on parle de l'amylase totale, c'est parce que c'était une somme de l'activité de l'amylase salivaire et pancréatique. Dans le temps, avant que cette recommandation soit émise, beaucoup des fabricants n'avaient pas de façon de mesurer ou de doser l'activité de l'amylase salivaire, pancréatique. Alors, c'était l'activité totale. Maintenant, nous avons à notre disponibilité la possibilité de doser l'amylase pancréatique seule. Par contre, il est recommandé, quand c'est possible, de se prévaloir du dosage de l'activité de la lipase. Donc, dans les institutions maintenant, la plupart des laboratoires vont offrir le dosage de la lipase. Quelle est l'indication de ce dosage? Bon, c'est préféré à l'amylase parce que c'est plus sensible. Mais la pancréatite, le dosage de l'activité de la lipase sert uniquement à diagnostiquer une pancréatite aiguë. Elle ne sert pas, par exemple, faire un dépistage du cancer du pancréas. En passant, il n'existe aucun test de dépistage avec des marqueurs tumoraux pour les cancers. OK. Donc, elle sert uniquement à diagnostiquer une pancréatite aiguë. Et je vais vous donner un bel exemple de ce qui se passe lorsque une analyse n'est pas prescrite pour la bonne raison. Vous êtes peut-être tous au courant que tous les laboratoires ont des politiques concernant les valeurs critiques, c'est-à-dire des valeurs pour lesquelles qui sont tellement anormales qu'elles peuvent mettre à risque le patient. Donc, la politique, c'est que nos technologistes essayent de vous contacter. Si le technologiste n'arrive pas à vous contacter, on appelle le médecin de garde pour l'hémato, la micro ou la biochimie pour tenter de rejoindre le patient. Il y a à peu près 3 mois, on m'appelle parce que dans un certain laboratoire, la lipase d'un patient était à 780 unités par litre. Pas moyen de rejoindre le médecin. J'appelle le patient qui était assis tout bonnement à la maison, regardez la télévision. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que vous avez une valeur critique d'amylase, de lipase, pardon. Ah, bien, accusez-vous des douleurs abdominales? Oh non, madame, non, je me sens très bien. Alors, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ce patient avait dû subir cette analyse. J'ai dit, j'ai une hypothèse, mon cher monsieur, je vais contacter votre médecin. Je contacte le médecin, mais je ne sais pas ce qui se passe. 3 mois plus tard, je dois recontacter le même patient pour lui dire qu'encore une fois, sa lipase était augmentée. Augmentée, encore une fois, vers 800 unités par litre. Je vais encore, docteur, je vais très bien, pas de problème. Alors, j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce que votre médecin vous a dit? Oh, bien, j'ai un rendez-vous avec un gastro-entérologue la semaine prochaine qui va faire des analyses plus poussées. Voyez-vous, le patient était très bien. Je n'ai jamais entendu parler de pancréatite aiguë asymptomatique. Mon hypothèse, et c'est très important pour vous de comprendre, c'est que le monsieur avait c'est un phénomène de ce qu'on appelle macrolipasémie. C'est lorsque des enzymes se lient à un anticorps. Ce phénomène peut se produire avec les CK et l'amylase. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des grosses molécules qui ne sont pas éliminées dans l'urine. Donc, elles s'accumulent dans le sang. Cela ne fait absolument rien pour le patient. Ça n'entraîne aucun problème, sauf que ça vous joue des tours. L'AST. Donc, des recommandations concernant l'utilisation de l'AST. Les enzymes hépatiques.
pour revenir à la pertinence, comme l'ALT, la phosphatase alcaline. Ces analyses-là doivent répondre à une question. Est-ce que mon patient a une atteinte hépatique? Que ce soit chez quelqu'un qui a une bilirubine augmentée, il prend un médicament qui peut avoir affecté le foie. Commencez avant tout avec une prescription de l'ALT. Elle est plus spécifique pour le foie. L'AST, par contre, se retrouve dans les muscles et une petite note historique, l'AST a été le premier marqueur de l'infarctus du myocarde parce qu'on le retrouve dans le cœur aussi. Donc, s'il vous plaît, pour répondre à la question « Est-ce que mon patient a une atteinte hépatique ou il y a une fuite des enzymes lorsqu'il y a une nécrose hépatique », vous commencez par l'ALT. On peut combiner ces deux enzymes-là pour certaines informations supplémentaires. Par exemple, quand on pense à une atteinte hépatique d'origine alcoolique, on peut faire le ratio AST-ALT. Sinon, commencez toujours avec l'ALT. Le dosage de la bilirubine directe. Bon. Jamais la prescrire à moins que la bilirubine totale soit augmentée. Mais je vais vous dire, il y a des mesures qu'on fait au laboratoire pour justement éviter que si, par exemple, vous prescrivez la bilirubine directe, on vous donne une bilirubine totale sans la directe, ce qui fait que le patient doit retourner au centre de prélèvement. Dans les laboratoires, maintenant, on commence par une bilirubine directe et on réflexe, pardon, une bilirubine totale et on réflexe vers une bilirubine directe. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Encore une fois, je reprends, le dosage de la bilirubine directe est indiqué si la bilirubine totale est élevée. Chez les nouveau-nés, par contre, le dosage de la bilirubine directe est indiqué pour détecter la présence d'une cholestase. Si le nouveau-né est ictérique à l'âge de 14 jours ou plus. Dosage de la CKMB pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Bon, on a parlé que l'AST est le premier marqueur pour diagnostiquer l'infarctus du myocarde. Ça a été suivi par la créatine kinase. Et il y a plusieurs formes de créatine kinase. Il y a CKMM, MB et BB. La CKMB a été utilisée longtemps pour aider avec l'infarctus du myocarde. Par contre, je voulais vous faire une petite note. La CKMB n'avait jamais été spécifique pour le cœur. En fait, il y a aussi de la CKMB dans le muscle. Par contre, il y avait un plus grand pourcentage de CKMB dans le cœur. C'est pourquoi, quand on rapportait le CKMB, c'était toujours en ratio, en pourcentage avec la CK totale. Maintenant, nous devons faire usage de la troponine. La troponine est un outil extraordinaire. C'est une protéine, ce n'est pas une enzyme, qui est spécifique pour le cœur. Et il y a différentes formes. Hein. On s'entend, par exemple, à l'hôpital général juif, nous avons le dosage de la troponine T. Ça dépend tout simplement du fabricant. Pour ceux qui ne le savent pas, la troponine T, c'est une analyse offerte par la compagnie Roche. D'autres compagnies offrent le dosage de la troponine I. C'est la même information qui vous est donnée. La CKMB peut être prescrite en pratique médicale courante uniquement dans le cas où la troponine n'est pas disponible. Alors vraiment, là, même la CKMB, je ne sais même pas si c'est encore disponible dans beaucoup d'hôpitaux. Maintenant, on va passer aux fameuses électrophorèses des protéines. Je voudrais que vous sachiez que je fais l'interprétation d'une centaine d'électrophorèses de protéines sériques à chaque semaine. Je doute fort bien qu'elles sont toutes indiquées. Malheureusement, je crois que cette prescription fait partie d'un bilan de santé. Donc, s'il vous plaît, ne pas prescrire chez les personnes asymptomatiques ou pour un bilan inflammatoire. Je vous explique à quoi sert cette analyse et en passant, non seulement je vais vous dire à quoi sert l'analyse, mais qu'est-ce que c'est l'électrophorèse des protéines sériques?
C'est une technique qui veut que l'on sépare les protéines, soit sur un gel ou dans un capillaire, pour séparer, mettons, l'albumine, les protéines de la région alpha 1, mais surtout les immunoglobulines. Parce qu'on cherche à voir s'il y a un pic ou une bande anormale qui représente une production monoclonale d'immunoglobulines. Donc, cette analyse sert uniquement à rechercher des bandes ou des pics monoclonaux dans un contexte de myélome multiple. Même si on rapporte l'albumine, c'est semi-quantitatif. Fiez-vous surtout sur le dosage en chimie générale. Donc, quand vous évaluez un patient où il y a suspicion de myélome multiple, ou pour le diagnostic et le suivi, ou pour le diagnostic de la maladie de Waldenström, c'est à prescrire. Et quand on voit dans le laboratoire, juste pour expliquer, alors, il arrive que vous recevez un rapport, vous voyez l'interprétation de l'électrophorèse des protéines, ça peut être profil normal, ce qui est la majorité, mais il va arriver bientôt que bien entendu, que dans le bon contexte, on vous rapporte qu'il y a présence de pics ou de bandes. Les laboratoires vont d'emblée passer à une autre analyse qui est l'immunofixation. L'immunofixation nous aide à déterminer la nature du pic, qui est, exemple, on va vous rapporter s'il y a présence de chaînes légères et chaînes lourdes, et lesquelles. En général, le plus souvent, c'est des IgG-kappa. Dosage de la lactate déshydrogénase. Ça aussi, c'est une analyse qui a été longtemps utilisée dans un contexte de diagnostic de l'infarctus du myocarde. Maintenant, là, ça a été remplacé par la troponine. Les indications de la LDH sont très rares. Je veux que vous compreniez. C'est encore une enzyme qu'on retrouve dans presque toutes les cellules. Donc, une augmentation serait peu spécifique. Alors, donc, vous n'auriez pas à prescrire cette analyse en pratique courante, mais le dosage de cette activité de la LDH peut faire partie d'un protocole en oncologie, par exemple. Alors, il y a encore des indications, mais pour votre pratique de tous les jours, je ne vois pas pourquoi vous auriez à prescrire cette analyse. Je crois que vous êtes tous familiers avec le fameux algorithme pour diagnostiquer les maladies thyroïdiennes en externe. Donc, l'analyse en première ligne serait la TSH. Alors, c'est un algorithme qui figure dans tous les laboratoires. On commence par un dosage de la TSH. Bien entendu, on s'entend pour les maladies thyroïdiennes primaires et en externe. Si la TSH est normale, on ne poursuit pas avec d'autres analyses. Si la TSH est diminuée, on poursuit avec T4 libre et T3 au besoin. Si la TSH est augmentée, on poursuit avec T4 libre. On pourrait doser en première ligne la T4 libre si on soupçonne une maladie hypophysaire ou hypothalamique ou au cours du traitement pour hyperthyroïdie ou pour le suivi des patients recevant une thérapie remplacement avec thyroxine, tant que la TSH est augmentée. Bon, là, je vais m'attarder sur l'évaluation de la fonction rénale qui, je pense, est très importante. Et il y a certains concepts de base qui ont peut-être été oubliés. Le dosage de l'urée ne doit pas être prescrit pour l'évaluation initiale de la fonction rénale. Vous devez toujours prescrire la créatinine. Par contre, la créatinine seule n'est pas assez sensible pour diagnostiquer une anomalie de la fonction rénale. Je vous explique pourquoi. La créatinine est un indice tardif de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que avant que la créatinine devienne anormale ou passe au-dessus de la plage de référence, vous devez voir, et vous vous attendez à ce qu'il y ait 50% de la diminution de la fonction rénale. Donc, ce n'est pas un marqueur sensible. Nous devons vous fournir
ce qu'on appelle le taux de filtration glomérulaire estimé, qui se fait à l'aide d'un calcul. Et l'équation utilisée est le CKD-EPI. Tout ce qu'on a besoin pour rapporter le taux de filtration glomérulaire estimé avec cette équation, c'est l'âge du patient, le sexe et bien entendu un dosage de la créatinine. C'est quand même un outil extraordinaire parce que tout ce que nous avions pour nous aider à évaluer la fonction rénale anciennement, c'était une clairance de la créatinine. Et c'était vraiment très compliqué parce qu'il fallait, bien entendu, faire des collectes des urines de 24 heures et on s'entend que ce n'est pas quelque chose de très facile pour les patients. Par contre, je vais vous dire maintenant pourquoi on doit, quelles sont les indications pour un dosage de l'urée. Pour l'évaluation de l'insuffisance rénale causée par la réduction de la perfusion rénale, maladie prérénale, on parle de ratio urée-sérèque-créatinine, un outil très utile, mettons, à l'urgence ou aux soins. Mais dans votre pratique courante, s'il vous plaît, ne pas oublier de prescrire la créatinine pour ensuite obtenir le calcul de taux de filtration glomérulaire estimé. Les néphrologues, bien entendu, vont se servir de l'urée pour établir l'initiation de la dialyse, la surveillance biologique et évaluation de la dose de dialyse, ou en tant qu'examen complémentaire systématique lors de l'évaluation de la maladie rénale chronique à partir du stade 3. Maintenant, le dosage de la vitamine D. Il y était un temps, là, on était parti sur justement une vague de prescrire des dosages de vitamine D chez tout le monde. La recommandation, ne pas prescrire dans un bilan de routine, ne pas prescrire chez les adultes sains ou à risque faible ou modéré de déficit de vitamine D, ou chez les personnes asymptomatiques recevant des suppléments de vitamine D. Elle est recommandée par contre chez les patients à risque élevé de carence en vitamine D, atteints d'ostéoporose lorsqu'un traitement spécifique est débuté ou après 3 à 4 mois de supplémentation adéquate de vitamine D. Elle peut être prescrite aussi chez les gens qui reçoivent des doses de vitamine D excédant la dose maximale recommandée par Santé Canada. Avant de poursuivre, j'aimerais vous, je n'ai pas une diapositive pour ça, je m'en excuse, mais parmi les 5 analyses en hématologie, j'aimerais faire un petit rappel. Si vous souhaitez diagnostiquer une carence en fer, l'analyse initiale à prescrire est la ferritine. La ferritine, si elle est abaissée, vous dites tout de suite que le patient a une carence en fer. Par contre, si la ferritine est normale ou augmentée, ça peut être dû à une réaction inflammatoire. Alors là, il y a lieu de prescrire un dosage du fer et de la transférine. Les deux doivent être prescrits ensemble pour être capable de calculer le taux de saturation de la transférine. Je voudrais aussi faire un petit rappel sur le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. C'est toujours pertinent en 2022. Donc, c'était quoi le mandat du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs? C'était anciennement appelé le groupe d'études canadien sur l'examen médical périodique. Ils ont lancé une méthode fondée sur des données probantes pour évaluer les recommandations pour la pratique clinique en matière de soins de santé préventifs. Ils ont voulu transformer l'approche utilisée afin de valoriser les données objectives en recherche plutôt que l'opinion d'experts et l'accent était sur les soins de santé préventifs. Je vais vous parler maintenant quelques minutes sur le dépistage du cancer colorectal. Encore, vous vous souvenez que je parlais des indications de prescrire des analyses. Je vous avais donné comme exemple la recherche de sang occulte dans les selles pour le dépistage du cancer colorectal.
Cette analyse est fortement recommandée par le groupe d'études canadien chez les adultes de 60 à 74 ans. J'aimerais expliquer un peu la nature de cette analyse. Encore une fois, ça revient à la notion que quand on comprend la technologie de l'analyse ou la pathophysiologie, on est plus en mesure de mettre en pratique les recommandations. Anciennement, la technique que nous avions pour détecter la recherche de sang occulte dans les selles était par le GAIAC. Tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle détectait la présence de la molécule M, de la myoglobine ou de l'hémoglobine qui pouvait se retrouver dans la viande ou, bien entendu, dans l'hémoglobine. Donc, c'était peu spécifique pour le sang qui provenait du système digestif bas. Maintenant, la recherche de sang occulte dans les selles par méthode immunologique est effectuée dans un endroit au Québec, à l'Université de Sherbrooke. Alors, tous les dépistages de recherche de sang dans les selles que vous prescrivez sont envoyés à Sherbrooke. Et c'est une méthode immunologique, ce qui fait qu'elle détecte l'hémoglobine humaine intacte, non digérée, c'est-à-dire que seule l'hémoglobine qui provient du côlon va être dépistée. Alors, c'est une analyse très importante et c'est une technologie vraiment mieux adaptée à ce programme. Je vous invite à consulter leur site web parce que je ne veux pas repasser toutes les recommandations, mais on peut parler de bactéries asymptomatiques, de dysfonction thyroïdienne et de diabète de type 2. Ensuite, dépister avec soin, ça revient aussi dans le groupe d'études canadien, outils de communication avec les patients qui demandent des tests fortement déconseillés. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment, là, ils ont adapté leurs recommandations au mouvement, si on veut, choisir avec soin, pour appeler ça dépister avec soin, et encore une fois, initier un dialogue avec le patient. Parce que je reviens à dire que souvent, c'est les patients qui vont demander de faire des choses. Vous devez les écouter, reconnaître, recentrer et avoir une discussion pour les présenter les faits scientifiques pour justifier la demande ou pas. Maintenant, dans les dernières 5 minutes, je vais vous dire ce qu'on peut faire au laboratoire pour éviter les analyses inutiles. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut abolir carrément une analyse. Exemple, dans un certain laboratoire, ils ont décidé de ne plus offrir le dosage de l'acide folique. Deuxièmement, nous pouvons établir des algorithmes tels que celui pour la fonction thyroïdienne chez la population ambulatoire. Ça, c'est quand même une mesure qui a été prise, je dirais, dans presque tous les hôpitaux du Québec. Mettre en place des tests réflexes. Alors, je ne veux pas que vous pensiez que cet exercice de pertinence est là pour défendre toutes sortes de choses. C'est plutôt pour, comme j'ai dit, empêcher les analyses inutiles et aussi vous aider avec votre pratique. Donc, plusieurs laboratoires mettent en place des tests réflexes, c'est-à-dire que si la bilirubine totale est augmentée, nous allons automatiquement doser la bilirubine directe, de sorte que vous avez pu vous en faire si vous devez la prescrire ou pas. D'autres mesures. On peut exiger l'approbation d'une analyse par le médecin laboratoire, telle que la LDH. Autrement dit, la LDH n'est plus offerte pour les médecins de famille, mais elle peut être offerte aux oncologues, aux hématologues, si au besoin. Quand on a appliqué ces mesures, qu'est-ce que ça a donné au point de vue de statistique? Alors, de 2013 à 2014, les dosages d'acide folique, nous en avions 14 402 à St. Mary's. En 2017-2018, lorsque nous avons appliqué certaines mesures, nous sommes tombés à 469. LDH, les demandes sont tombées de moitié. Les mesures pour vous. Se rappeler,
Les analyses de laboratoire utilisées comme substitut d'évaluation clinique fournissent une information superflue et inutile. Chaque paramètre biochimique a des indications d'utilisation. On peut prescrire l'analyse, mais il faut que le résultat serve à quelque chose. Ah oui. Et encore une fois, comme mesure, initier un dialogue avec le patient pour discuter de la demande, de la pertinence de la demande d'examen. Et en terminant, je voudrais vous rappeler quelque chose. Rien ne vous est défendu. Ça revient toujours à la pertinence. Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai passé 45 minutes à vous dire « faites pas ci, faites pas ça ». Je vais conclure en disant, comme ça se dit dans les grands magasins, aucune offre raisonnable vous sera refusée. C'est toujours une question de justification clinique et vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Et voilà, il est 12h44. Merci beaucoup, Dr. Saint-Cyr, et vous tenez le temps d'une façon très précise et votre présentation était aussi très précise et très claire. On a maintenant le temps pour passer aux questions et je vais rappeler aux participants pour les questions, mettez-les en écrit dans le clavardage, dans le chat et ensuite on passera la parole à Dr. Saint-Cyr. Alors, je vais ouvrir la chat. Alors, voici une première question. Si nous avons ces recommandations de l'INES, y a-t-il une responsabilité comme institution de suivre nos performances et établir un processus de donner du feedback aux prospects? Alors, quel est le rôle de l'établissement pour mettre en place les recommandations de l'INES d'une façon pratique, Dr. Saint-Cyr? C'est une très bonne question. Je vais vous dire que je suis très fière parce que au CUSUM, alors, je vais expliquer quelque chose. C'est important pour ceux qui ne comprennent pas le projet OptiLab. Je m'excuse, c'est un à côté, mais il faut que je vous explique. Le projet OptiLab a voulu regrouper des laboratoires de biologie médicale avec des centres serveurs. Là, il y a 11 centres serveurs au Québec. C'est des gros centres comme le CUSUM. Et c'est comme s'il y avait des laboratoires satellites qui comprennent le St. Mary's, le Jewish, etc. Donc, nous sommes, en fait, ça fait en sorte que nous sommes maintenant un même laboratoire, celui de la grappe CUSUM. Récemment, le docteur Lamar, qui est adjoint au docteur Sidorovitch, a voulu initier le projet Labs Wisely. C'est-à-dire, c'est un peu choisir avec soin, mais pour les laboratoires. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est évaluer ce qui a déjà été fait par rapport aux recommandations de l'INES. Alors, plusieurs laboratoires ont déjà mis en place ces recommandations. Le laboratoire, par exemple, de Saint-Jérôme a très bien fait. Sur les requêtes, ils exigent les justifications cliniques avant de pouvoir prescrire l'analyse. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises. Alors, je vous dis que pour l'instant, quand il y a un vouloir sérieux de la part de l'administration, nous pouvons aller de l'avant avec les recommandations. C'est ce que nous allons faire dans la grappe OptiLab CUSUM. Alors, je répète, dans un premier temps, on évalue ce qui a déjà été fait pour ensuite établir un plan pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Alors, merci, Dr. Saint-Cyr. Est-ce qu'il y aurait une volonté d'avoir une réponse homogène de tous les laboratoires pour faire la même chose ou c'est laisser aux laboratoires eux-mêmes de prendre ses propres décisions sur la pertinence des analyses qui sont demandées par les médecins et autres? Mon Dieu, quelle bonne question. Écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça prendrait un décret du gouvernement, mais pour l'instant, les laboratoires font pas mal les choses à leur façon. Je ne pense pas que pour l'instant, comme je vous dis, ça prendrait un décret. Et on se connaît comme médecin. Hein? On n'aime pas tellement que les choses ne soient imposées. Mais j'espère qu'avec ces recommandations-là et le bon vouloir des institutions d'implanter ces mesures,
Mais pour l'instant, les laboratoires font pas mal ce qu'ils veulent. Alors, ça, c'est une réponse très intéressante pour les gestionnaires qui sont parmi les participants qui sont en charge de laboratoires ici dans notre UIS et au Québec, pour voir de quelle façon employer leur propre façon comme levier de changement. Je sais, dans le centre hospitalier où moi je travaille, la réquisition sert de levier parce que les indications que vous avez mises sur les diapos sont dans la réquisition et ça force au prescripteur de prendre une décision un peu plus mesurée. Alors, je pense que ça, c'est un moyen très efficace, mais c'est intéressant que c'est très hétérogène dans la province à présent. En tous les cas, c'est quelque chose à réfléchir. Je passe à la prochaine question de Charlotte Dubé. Qu'en est-il de la LDH en suspicion d'hémolyse? Bon, en suspicion d'hémolyse, bon. Oui, ça s'est augmenté, mais vous parlez d'une anémie hémolytique, là, OK. Oui, ça, bien entendu, la LDH, ça va être augmenté, mais je recommande aussi le dosage de l'haptoglobine. C'est une protéine qui lie l'hémoglobine, qui fixe l'hémoglobine libre. Donc, oui, je ne serais pas prête à dire que vous ne devez pas le prescrire. Encore une fois, ça peut avoir son utilité, mais pas comme test de routine chez tous les patients. Je ne dirais pas non. Okay. Alors, s'il y a une bonne raison pour le faire, on le fait quand même, en tenant compte des indications. Prochaine question. Si un résultat de laboratoire ne s'est pas rendu à son prescripteur, à qui revient la responsabilité de transmettre le résultat à celui-ci, au prescripteur, au laboratoire, au patient lui-même? Oh mon Dieu, là, je ne peux pas répondre. Ça relève un peu de la gestion. Non, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas tout à fait sûre de la question. Si vous parlez d'une valeur critique, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, les valeurs critiques, c'est les plus importantes. Là, on s'entend au point de vue là, immédiat. Soit le laboratoire communique directement avec le médecin, ou je vous ai dit, on communique avec le patient. Un exemple, j'ai dû communiquer avec un patient. Oh, si vous me permettez, un petit exemple, un à côté, mais j'ai beaucoup de beaux exemples à titre d'information. J'ai reçu un exemple. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, un petit rappel sur les prélèvements, si vous me permettez. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question de transmission de résultats, ça relève au gestionnaire, mais je vous donne un bel exemple, quand même, concernant les valeurs critiques. Soyez sans crainte, les valeurs critiques sont toujours communiquées dans un délai raisonnable. L'autre jour, on m'avise qu'il y a un patient qui avait une valeur critique, c'est un potassium à 7 millimoles par litre. J'ai tout de suite remarqué que la formule sanguine complète était anormale. Il y avait présence d'une augmentation de l'hémoglobine et du décompte des globules rouges. J'ai tout de suite pensé que le patient faisait une polycythémie qui expliquerait l'hypercalémie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé au patient de se présenter à l'urgence pour qu'on puisse faire un dosage du potassium dans un tube à bouchon vert qui empêcherait la coagulation et donc la formation d'un caillot où tout cet excédent de globules rouges allait relâcher le potassium. L'autre chose, un petit rappel encore une fois super important, nous devons souvent appeler des résultats de potassium augmenté. Et c'est les patients en externe, chez qui on appelle, là, et souvent, c'est des gens chez qui les prélèvements ont été faits à domicile. Je veux que vous compreniez quelque chose, parce que vous allez peut-être traiter un patient pour une hypercalémie alors que ça n'est pas une vraie. Le problème, c'est quand les prélèvements sont faits à domicile et qu'il y a un délai entre le prélèvement et l'analyse au laboratoire, un délai de plus de 2 heures, on s'entend, le potassium fuit les cellules. Il n'y a pas de démolyse telle qu'elle. Et on peut passer d'un 4 millimoles par litre en quelques heures à un 6,4 qui ne reflète pas ce qui se passe chez le patient. Alors,
un petit avertissement de faire très attention lorsque vous faites affaire avec des services à domicile. Excusez-moi, mais j'ai un forum pour vous expliquer des choses et j'en profite. Merci, Dr. Saint-Cyr. Alors, pour une autre présentation, on aura une présentation sur les pseudo-anomalies de laboratoire et quoi faire avec ça, parce que ça peut arriver certainement et il faut être au courant de ces choses-là aussi. La personne qui avait demandé au sujet des résultats de laboratoire demande aussi, je parle d'analyse de routine, pas de valeur critique. Alors, qui a la responsabilité de transmettre le résultat au prescripteur? Dans un premier temps, je pense que la réquisition doit être bien remplie pour être certain que le prescripteur est connu et qu'il a des coordonnées auxquelles on pourrait envoyer le résultat. Plus on met, plus ça serait facile au laboratoire pour le faire. Alors, je ne sais pas s'il y aurait autre chose à dire à ce sujet, Dr. Saint-Cyr. OK. Je vous ai parlé qu'au laboratoire, nous avions beaucoup de politiques. Une concernant les valeurs critiques et l'autre concernant le rejet d'échantillons. Dans cette politique, et d'abord, je veux que vous sachiez que le CUSUM, la grappe Optilab CUSUM, a une politique de rejet qui s'applique à tous nos laboratoires. Dans cette politique, nous indiquons à quoi, ce que nous exigeons sur la requête et sur l'étiquette de l'échantillon. Et c'est essentiel que votre nom, numéro de pratique, l'endroit où on peut vous rejoindre soit clairement indiqué sur la requête. On fait ce qu'on peut avec l'information qu'on a et c'est ça la réponse. C'est votre responsabilité, c'est de clairement indiquer vos coordonnées pour qu'on puisse acheminer le résultat. Merci, Dr. Saint-Cyr. Il y a plusieurs commentaires à ce sujet. Je passe à une autre question. Est-ce que les recommandations ne devraient pas être implantées avec le nouveau LIS? LIS, acronyme pourquoi? Bonne question. Donc, nous avons, OK, le CIL unique au Québec est un gros projet et je fais partie d'un groupe de travail pour sur son implantation. Et justement, nous allons essayer d'implanter, de mettre en place les recommandations de l'INES. Mais soyez sans crainte. Au besoin, nous allons bien entendu initier un dialogue avec vous. Je ne veux pas que vous pensiez que les laboratoires vont nécessairement vous imposer des choses. Alors, nous allons avoir des discussions avec notre clientèle qui sera vous, mais bien entendu, ça va être une bonne façon de commencer cet exercice. Merci. Il y a un commentaire de Mathieu Provençal. La responsabilité de la transmission des résultats revient au laboratoire, on a parlé de ça, et aussi c'est important d'assurer que les coordonnées soient claires. Alors, bon, excellent point. Pour les valeurs critiques, quand vous appelez un patient, laissez-vous parfois des messages minimaux sans donner un numéro pour vous rejoindre si le patient a des questions. C'est arrivé pas plus tard qu'en janvier 2022. Alors, ici, c'est le défi de communication. Je ne suis pas sûre s'il y a une politique générale à cet effet, mais je vais vous faire part de ma réflexion. Je ne laisse pas de message par souci de confidentialité. Il arrive souvent que j'appelle chez quelqu'un. Bonjour, vous avez obtenu le 514-426-4030, mais je ne sais pas à qui je m'adresse et je ne voudrais certainement pas laisser de l'information puis qui peut créer de l'anxiété chez un patient. Je me réessaye à plusieurs reprises, c'est tout ce que je peux faire. Merci. Certainement, moi j'ai eu de l'expérience. D'autres ont peut-être une autre façon de faire, mais ce n'est pas. Il n'y a personne qui a une approche, qui a décidé d'une approche générale. C'est très intéressant cette discussion qu'on a dans le chat aujourd'hui, Dr. Saint-Cyr, parce qu'on voit que il y a plusieurs façons d'adresser des problèmes et que, étant donné que les laboratoires et les gestionnaires de laboratoires sont plus ou moins indépendants, c'est à eux vraiment de trouver la bonne façon pour
établir une approche saine sur les anomalies. Peut-être une leçon pour aujourd'hui serait que parmi les participants qui sont gestionnaires, c'est quelque chose à penser et voir ce qui se fait peut-être ailleurs sur la gestion des anomalies ou des tests qui ne sont pas pertinents. Ça, c'est numéro 1. Et du point de vue du prescripteur pour le médecin ou infirmière, voir avec vos laboratoires ou vos gestionnaires de laboratoire comment améliorer la communication s'il y a un problème. Je pense qu'il y a un travail à faire, étant donné qu'il n'y en a pas des normes nécessairement provinciales à ce sujet. Chaque établissement peut aller de l'avant avec ça en utilisant les indications qu'on a vues de l'INES et autres, et aussi en utilisant certains messages que vous avez mis dans votre présentation. Alors, ça, c'est ce que moi, j'ai retenu aujourd'hui. Je ne vois pas présentement d'autres questions. Madame Ziadi a mis le lien pour le sondage et je vais vous rappeler, s'il vous plaît, de la remplir. Et à ce moment-ci, étant donné qu'on achève, je voudrais vraiment remercier Dr. Saint-Cyr pour sa présentation. Elle était très claire. On a pris des bonnes leçons. Il ne faut pas rester dans les archives historiques quand on prescrit des tests. Il faut vraiment être au courant de ce qui est à faire en 2022 et on a toutes les mesures déjà indiquées formellement dans plusieurs documentations dont vous avez fait mention. Alors, avec ça, je vous remercie, Dr. Saint-Cyr, sincèrement de notre part et je vous rappelle que probablement notre prochain webinaire va se tenir au mois de mars. Vous allez avoir les avis à ce sujet et je vous souhaite de nouveau une bonne année 2022 et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine et merci à tous.